ce qui se dit vraiment dans les conversations de mecs. Ma sœur a découvert sur le portable de son copain des messages où on la traitait de baleine immonde et lui avait répondu « Les filles rondes sont prêtes à tout pour te garder ». En 3 semaines, elle a perdu 7 kilos et tout le monde s'extasiait sur son nouveau corps, symbole d'une soi-disant revanche saine. J'étais à côté de Lucy quand elle a fouillé le téléphone de Preston. « Frérot, pourquoi tu es encore avec cette baleine dégoûtante? Je préférerais crever que de la toucher », disait l'un des messages. La réponse de Preston m'a donné la nausée. Elle est désespérée. Elle est reconnaissante dès qu'on lui porte un peu d'attention. Et puis, les filles rondes sont prêtes à tout pour rester avec toi. C'est comme avoir une boniche qui te remercie d'exister. Je m'attendais à la voir exploser ou s'effondrer, mais Lucy a encaissé en silence. Le lendemain matin, elle a quitté Preston sans une larme, avec un calme et une dignité qui ont bluffé nos parents. « Je choisis de penser à moi », a-t-elle annoncé. J'installe MyFitnessPal et je m'inscris à la salle. Maman a proposé de l'accompagner, mais elle a refusé gentiment. J'ai besoin de faire ça seule. Papa, lui, était admiratif de l'avoir préparé tous ses repas le dimanche, racontant à tout le monde combien elle gérait bien la rupture. Lucy a viré toutes les cochonneries de la maison, s'est mise à aller à la salle 2 fois par jour, a posté sur son parcours de guérison. Quand Preston lui a écrit pour la récupérer 3 semaines plus tard, elle m'a montré le message avec une fierté nouvelle. Regarde qui est désespérée maintenant. Elle avait déjà perdu 7 kilos, et tout le monde ne parlait que de son courage, de sa force de caractère. Même moi, je ne pouvais qu'admirer la façon dont elle transformait sa douleur en énergie pour changer. Elle se pesait chaque matin, comptait ses calories au gramme près, mais ça semblait normal après ce qu'elle avait traversé. Sauf qu'après 1 mois, quelque chose a basculé. J'ai remarqué des trucs qui m'ont glacée. La nourriture qu'elle repoussait sans y toucher, les jumping jacks pendant qu'elle se brossait les dents, ce regard dégoûté qu'elle lançait à son reflet. En 3 semaines, elle avait encore perdu 7 kilos, et j'avais l'impression d'être la seule à m'en alarmer. Un soir, alors qu'elle était à la salle, j'ai vidé sa poubelle devant nos parents. Elle débordait de boîtes repas intactes qu'elle avait dissimulées. Maman en a pris une, l'a sentie, puis l'a reposée. Bah, ça va. Moi aussi, je saute des repas parfois. Papa était déjà retourné à la télé. Arrête d'espionner ta sœur, c'est malsain. C'est là que j'ai compris qu'il ne fallait compter que sur moi. Mais je n'ai jamais lâché. J'ai essayé de cacher la balance. Elle m'a attrapée en me secouant. Où elle est? Comme je ne voulais pas lui dire, elle a retourné la salle de bain en pleurant qu'on sabotait ses efforts. Cette nuit-là, je suis allée la voir dans sa chambre. Sur les murs, elle avait scotché les captures d'écran des messages du groupe, le mot « désespéré » entouré en rouge, grosse souligné à l'infini. Elle se punissait avec ses preuves. 2 mois après le début de cette descente aux enfers, on a croisé Preston au centre commercial, bras dessus bras dessous avec sa nouvelle copine. Le visage de Lucy s'est fermé quand la fille a lâché d'un ton faussement innocent qu'elle ne pesait que 43 kilos. Cette scène me hante encore. Ce soir-là, j'ai entendu Lucy tourner en rond dans sa chambre. J'ai collé mon oreille à la cloison, comptant ses pas jusqu'à m'endormir au sol. Elle a commencé à faire des malaises, et je me précipitais pour la soutenir, sentant à quel point elle était devenue légère, presque transparente. À chaque fois, nos parents avalaient ses excuses, et j'avais envie de hurler devant leur aveuglement. Un jour, je l'ai surprise à lire le nombre de calories sur un paquet de chewing-gum. Là, j'ai craqué. « Tu me fais peur », ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle a ressorti les captures d'écran, la voix glaciale. « Tu sais ce qui est vraiment flippant? Être traitée de désespérée, être la copine grosse. » C'était plus à elle qu'à moi qu'elle parlait. Alors j'ai fait ce que n'importe quel ado paniqué ferait. J'ai ramassé ses cheveux tombés dans la douche, espérant que ça finirait par inquiéter maman. Oh, ma chérie, tu sais, j'ai traversé la même chose après ma première rupture. J'ai perdu 15 kilos avec le régime pamplemousse. Elle s'en remettra dès qu'elle aura un nouveau copain. J'aurais aimé fermer les yeux et faire comme tout le monde, mais c'était impossible. Pas alors que je voyais ma sœur s'autodétruire. J'avais 15 ans, mais j'ai tout tenté. J'ai supplié pour qu'on l'aide, qu'on l'emmène voir quelqu'un. La balance bipait la nuit, et j'envoyais des messages à maman depuis mon lit, mais elle baissait les bras, et je ne lui en voulais même pas. Lucy savait trop bien manipuler. « Je me sens enfin bien. Pourquoi vous ne pouvez pas juste être content pour moi ?» disait-elle, nous culpabilisant tous. Puis, fin juillet, son téléphone a vibré. Les potes de Preston l'invitaient à leur fameuse pool party. Ils veulent voir la nouvelle moi, s'est-elle réjouie. Et pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air sincèrement heureuse. Mais c'était ce genre de bonheur qui serre le cœur. Le jour J, elle a passé 2 heures à ajuster son bikini avec des épingles à nourrice, parce que même le plus petit modèle flottait sur ses hanches. Quand elle m'a demandé de l'accompagner, j'ai été surprise. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne », a-t-elle soufflé. J'ai su qu'elle voulait dire quelqu'un qui connaissait la vérité sur Preston. À l'arrivée, elle a traversé le portail comme si elle montait sur scène. J'ai repéré Preston en premier, déjà agrippé à sa copine de 43 kilos, et j'ai vu la mâchoire de Lucy se raidir. Mais après quelques heures, l'ambiance est redevenue légère. Certains gars sont venus la féliciter pour sa transformation. Elle rayonnait d'une lumière bizarre, malsaine. Elle buvait enfin la reconnaissance qu'elle cherchait depuis des semaines, jusqu'à ce que Mike arrive avec un paquet de chips. « Tu en veux ?» demande-t-il, tout simplement. « Tu insinues que je suis grosse ?» Sa voix d'un coup est devenue tranchante, presque menaçante. Puis elle a sorti une bouteille d'eau de son sac. « Tu crois que j'ai besoin de manger? Tu crois que je suis encore la fille grosse et désespérée ?» Mon sang s'est glacé. Tout le monde s'est figé. La musique tournait toujours sur une enceinte, mais plus personne ne bougeait. Mike était resté figé, les bras tendus, son saladier de chips à la main, le visage livide. J'ai remarqué la nouvelle copine de Preston qui s'accrochait à son bras, le regard affolé. Mon corps a réagi avant que j'aie le temps de réfléchir. Je me suis placée entre Lucy et Mike, avançant pas à pas, les mains bien en vue. J'ai cherché le regard de ma sœur. Son bras tremblait alors qu'elle tenait le pistolet à grenaille. Des larmes ruisselaient sur ses joues. Une trentaine de personnes étaient massées autour de la piscine, toutes pétrifiées.
Le téléphone de quelqu'un a glissé et s'est fracassé sur le carrelage. Lucy a sursauté, orientant l'arme vers le bruit. J'ai gardé une voix douce et posée. « Lucy, Mike n'a rien voulu dire de mal. Il était juste poli. » Elle passait des yeux de Mike à Preston, qui était de l'autre côté de l'eau. L'arme oscillait dans sa main. Je voyais ses clavicules saillir au-dessus de son bikini, ses côtes apparaître à chaque respiration irrégulière. Mike a fini par poser lentement le saladier par terre avant de reculer, les mains levées. D'autres ont commencé à se faufiler discrètement vers la sortie, évitant tout mouvement brusque. Quand Lucy a parlé, sa voix s'est brisée. Personne ne m'a traité de grosse depuis 2 mois. 2 mois, et maintenant, elle a agité l'arme dans tous les sens, faisant se baisser tout le monde. J'ai aperçu Jamie, un des potes de Preston, qui se faufilait derrière Lucy pendant qu'elle restait focalisée sur moi. Il m'a fait signe de continuer à lui parler. « Tu as raison, Lucy. Tu t'es donné du mal. Tout le monde a remarqué à quel point tu as changé. Alors pourquoi ?» Sa voix a complètement lâché. Pourquoi il me propose à manger? Pourquoi il veut tout gâcher? Jamie s'est encore rapproché. J'ai vu ses lèvres former. Continue. Il ne voulait rien gâcher, tu sais. Au fait, on propose toujours quelque chose à grignoter. C'est comme ça. Lucy a secoué la tête, folle de rage. Non, non, ils cherchent à me tester. Ils veulent voir si je vais craquer, retrouver l'ancienne Lucy, celle qui était pathétique. Derrière elle, Jamie a tendu la main tout doucement. En une fraction de seconde, il a saisi son poignet et pointé l'arme vers le ciel. Lucy a hurlé et appuyé sur la détente. Le coup a éclaté, résonnant contre les façades. Plusieurs personnes ont crié et se sont ruées vers la grille. Jamie a réussi à lui arracher l'arme tandis que Lucy s'écroulait à genoux, secouée de sanglots. Je me suis précipitée vers elle et l'ai prise dans mes bras. Il ne restait rien d'elle. Je ne peux pas revenir en arrière, répétait-elle, la voix brisée. Je ne veux plus être celle que j'étais. La copine de Preston avait déjà appelé la police, mais Preston lui a arraché le téléphone, l'air vraiment paniqué, comme s'il prenait enfin conscience de ce qu'il se passait. Jamie a confié l'arme à un autre ami qui est parti aussitôt la verrouiller dans une voiture. Petit à petit, les gens ont recommencé à respirer, la plupart filant vers la sortie. J'ai aidé Lucy à se relever. Elle tenait à peine debout. On rentre, lui ai-je lancé, et elle n'a pas protesté. Elle semblait vidée, toute combativité envolée avec ce coup de feu. Nous avons croisé Preston, qui n'a pas osé soutenir notre regard. Sa copine a marmonné quelque chose sur Lucy, la traitant de folle, mais il l'a fait taire aussitôt. Dans la voiture, Lucy s'est recroquevillée côté passager. J'ai attrapé son sac de plage et son paréo, que je lui ai passé sur les épaules. Elle fixait le vide pendant que je conduisais, touchant machinalement ses hanches comme pour vérifier qu'elles étaient toujours aussi anguleuses. Arrivée devant la maison, maman s'est précipitée dehors. Déjà rentrée? Alors, cette fête? J'ai aidé Lucy à sortir. Le visage de maman s'est décomposé en la voyant de près, son maillot qui pendait, sa démarche hésitante dans l'allée. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix est montée dans les aigus, pleine d'inquiétude. Lucy l'a dépassé sans un mot et est rentrée directement. J'ai suivi maman à l'intérieur, où papa se levait du canapé, l'air perplexe. Lucy se tenait dans le salon, le paréo sur les épaules, et on pouvait compter chacune de ses côtes. « J'ai besoin d'aide », a dit Lucy d'une voix éteinte, puis plus fort. « J'ai besoin d'aide. Je n'arrive plus à contrôler. Je compte les calories même quand je dors. Je fais du sport jusqu'à m'épuiser. Je pense sans arrêt à ces messages. Je n'arrive plus à m'arrêter. » Maman a porté la main à sa bouche. Papa est resté figé, sans voix. Lucy a repris, sa voix plus assurée. « J'ai amené un pistolet à une fête. J'ai braqué un pistolet sur quelqu'un parce qu'on m'a offert des chips. Je perds la tête et vous dites que ça va passer. Un pistolet? Il y a quelque chose de glaçant dans la façon dont les parents de Lucy ne voient rien venir. La poubelle pleine de nourriture intacte, les cheveux qui tombent, la balance utilisée sans arrêt. Je me demande bien à quoi ils pensent quand ils choisissent d'ignorer des signaux aussi flagrants. La voix de papa était à peine un souffle. J'ai hoché la tête. Jamie a fini par le lui prendre. Personne n'a appelé la police. Mais Lucy a besoin d'aide. De vraie aide. Pas de régime ou d'attendre la bonne rencontre. Maman s'est effondrée sur le canapé. Mais où as-tu trouvé ce pistolet? Lucy a ri, un rire sans joie. Sérieusement? C'est ça qui vous inquiète? Je suis en train de mourir et tout ce qui compte, c'est d'où vient le pistolet. Tu ne vas pas mourir, a répondu papa mécaniquement, mais sa voix tremblait. Lucy s'est approchée du miroir près de l'escalier. Regardez-moi vraiment. Elle s'est tournée de profil. Je vois mon cœur battre à travers ma poitrine. Je perds mes cheveux par poignées. Ça fait 2 mois que je n'ai plus mes règles. Maman s'est mise à pleurer. Papa a fait un pas vers Lucy, puis s'est arrêté, désemparé. J'ai besoin d'aide, a répété Lucy, la voix ferme. D'une vraie aide, de médecin, de thérapie, de n'importe quoi, parce que je ne peux pas y arriver seule. J'ai essayé. Chaque fois que j'essaie de manger, je revois ces messages. J'entends Preston me traiter de désespérée. Je sens ses potes se moquer de la grosse qui croyait être à la hauteur. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les photos que je prenais depuis des semaines. Lucy, de plus en plus maigre. L'évolution sautait aux yeux. J'ai essayé de vous alerter, ai-je dit, mais vous répétiez que tout était normal. Ce n'est pas normal. Papa a pris le téléphone, faisant défiler les photos d'une main tremblante. Mon Dieu. Lucy, ma chérie, je suis tellement désolée. Je pensais simplement que tu faisais attention à ta santé. Les gens en bonne santé n'apportent pas de substitut de repas à une fête autour de la piscine, répliqua Lucy, la voix éteinte. Maman se leva en s'essuyant le visage. D'accord, on file à l'hôpital, tout de suite. Là-bas, ils sauront comment t'aider. Lucy acquiesça et se remit à pleurer. Je suis épuisée. J'ai une faim de loup, mais je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. J'ai tout le temps peur. Je voulais juste qu'il ait envie de revenir. Je voulais juste être à la hauteur. Tu l'as toujours été, lui assurai-je. Preston est un idiot. Ces messages le concernent. Lui, pas toi. Lucy se blottit contre moi. Je le sais là, dit-elle en touchant sa tête. Mais pas là, ajouta-t-elle en posant la main sur sa poitrine. Là, je reste la grosse fille désespérée. Papa attrapa ses clés. L'hôpital. On verra le reste après. En sortant, Lucy s'arrêta. Mon mur. Les messages sur mon mur. Tu peux... Je vais tout enlever, lui promis-je. Tous? Elle serra ma main.
Je suis désolée de t'avoir secoué quand tu as caché la balance. Désolée de t'avoir crié dessus. C'est oublié. Non, mais merci de ne pas avoir lâché l'affaire, même quand papa et maman l'ont fait. On n'a jamais abandonné, protesta maman, la voix pleine de regret. Si, répondit simplement Lucie, mais ce n'est pas grave. Moi aussi j'avais abandonné. Le trajet vers l'hôpital se fit en silence, hormis Lucie qui murmurait en comptant les calories. Même là, consciente qu'elle avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas s'empêcher de faire ses calculs. Les chips offertes par Mike, le jus qu'un autre buvait, le gâteau aperçu sur la table. Aux urgences, il leur a suffi d'un regard pour emmener Lucie en priorité. L'infirmière gardait un visage impassible en l'aidant à monter sur la balance, mais j'ai vu son froncement de sourcils devant le chiffre affiché. Une jeune médecin souriante est arrivée, elle s'est assise à hauteur de Lucie, sans donner l'impression d'être au-dessus d'elle. « Tu veux bien me raconter ce qui t'arrive ?» Lucie a commencé par les messages, Preston, le régime qui avait dérapé. Elle parla du substitut de repas, de son besoin irrépressible de faire du sport, de cette voix dans sa tête qui la traitait de grosse, quoi qu'elle fasse. La médecin l'écoutait sans jamais juger, posait juste quelques questions, prenait des notes. Pouls faible, tension basse, déshydratation, dénutrition. « Lucie, tu es très malade, finit-elle par dire, mais tu es ici et c'est le plus difficile. On va t'aider. » On a gardé Lucie pour la stabiliser, en expliquant qu'elle aurait besoin d'un suivi spécialisé dès qu'elle serait un peu plus forte. Papa et maman sont partis remplir des papiers pendant que je restais avec elle. J'ai peur, avoua-t-elle. Et si je redeviens grosse? Et si tu ne le redevenais pas? Lui ai-je répondu. Et si tu devenais juste en bonne santé? Si tu retrouvais de la force? Si tu retrouvais le bonheur? Long silence. Je ne me rappelle plus ce que ça fait d'être heureuse. Pas le faux bonheur de voir la balance afficher de moins en moins de kilos, mais le vrai bonheur. Je lui ai promis qu'elle le retrouverait, que ce serait long, mais possible. Une infirmière est revenue avec une perfusion, expliquant qu'il fallait la réhydrater et la réalimenter doucement. Lucie fixait la poche comme si elle contenait du poison. « Il y a des calories dedans ?» demanda-t-elle, toute petite. L'infirmière lui sourit doucement. « C'est juste un médicament, pour aider ton corps à se remettre. » Une fois perfusée, Lucie s'est assoupie. Elle avait l'air si fragile dans ce lit, on aurait dit une enfant. Maman s'est installée à son chevet et lui tenait la main. Papa n'arrêtait pas de faire les 100 pas devant la fenêtre. « Comment a-t-on pu passer à côté ?» répétait maman. « Comment a-t-on laissé la situation empirer comme ça ?» J'ai failli lui rappeler toutes les fois où j'avais essayé de les alerter, mais à présent cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était que Lucie soit enfin prise en charge. Mon portable a vibré, c'était Jamie qui demandait si Lucie allait s'en sortir. Puis un message de Mike, qui s'excusait même s'il n'y était pour rien. L'histoire de la fête commençait déjà à circuler. J'ai répondu que Lucie était soignée et que je préférais qu'on évite d'en parler. Jamie a juré de garder le silence et m'a dit qu'il avait mis le substitut de repas sous clé dans la voiture de son père, le temps de décider quoi en faire. Même Preston a envoyé un message, juste 2 mots, « Je suis désolée ». Je n'ai pas répondu. Ses excuses arrivèrent trop tard et pesaient peu. Mais peut-être qu'un jour Lucie aurait besoin de les entendre, que ça l'aiderait à se reconstruire de savoir qu'il avait compris, lui aussi. La médecin est revenue avec le projet de soins, thérapie, nutritionniste, groupe de parole. Le chemin serait long. Lucie résisterait, se battrait, mais cette fois, elle ne serait plus seule. Quand la visite a pris fin, Lucie s'est réveillée un instant. « Ne pars pas », a-t-elle soufflé. « Je reviens demain matin, comme promis, et tous les jours après. »« Je t'aime », murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Moi aussi je t'aime. » En quittant l'hôpital, je me suis sentie plus léger, comme si un poids immense venait de tomber. Il n'y avait plus de secret à cacher. Lucie avait une bataille à mener, mais elle ne serait plus jamais seule. À la maison, je suis allée droit dans sa chambre. Les textos recouvraient toujours le mur, ceux désespérés, cruels, encerclés partout. Je les ai tous enlevés un à un, les réduisant en boules de papier. Derrière l'un d'eux, j'ai retrouvé une vieille photo de Lucie et moi à la plage, il y a 2 étés. Toutes les deux, mortes de rire, une glace à la main. Lucie avait l'air en pleine forme, heureuse, sans penser aux calories, aux tailles, ou à ce que pouvaient penser les garçons. J'ai gardé cette photo, jeté le reste. Demain, je la lui apporterai. Un rappel de celle qu'elle était avant Preston, avant les messages, avant la maladie qui a failli tout emporter. Et la balance a fini à la poubelle elle aussi. Elle ne servait plus à rien. Ce qu'il fallait, c'était guérir. Ça ne se pèse pas. Le lendemain matin, la maison baignait dans une étrange lourdeur, comme un brouillard épais. Je me suis levée, tôt, impossible de chasser l'image de Lucie dans ce lit, et j'ai trouvé maman déjà à la cuisine, assise devant son café froid, les yeux perdus dans le vide. Papa était assis en face d'elle, et on aurait dit qu'ils avaient tous les deux pris un coup de vieux depuis la veille. J'ai attrapé une brique de jus d'orange dans le frigo, et j'ai remarqué que les boîtes repas préparées par Lucie étaient toujours alignées, chacune soigneusement étiquetée de son écriture, avec le nombre exact de calories. Maman a suivi mon regard, puis, d'un seul coup, elle s'est levée et a ouvert le frigo d'un geste brusque. Elle a sorti les boîtes une à une, lisant chaque étiquette avec une angoisse grandissante. Papa est venu près de nous, en a pris une où il était écrit « Déjeuner, 127 calories » et l'a ouverte. Il n'y avait que 3 rondelles de concombre et une cuillère de houmous. Une autre, dîner, 89 calories, ne contenait que de la laitue arrosée de citron. Les mains de maman tremblaient tellement qu'elle avait du mal à ouvrir les suivantes, dévoilant à chaque fois des portions dérisoires, à peine de quoi nourrir un enfant en bas âge. On est restés là, tous les 3, entourés de preuves de la privation de Lucie, toutes ces choses qu'on avait sous les yeux depuis si longtemps sans rien voir. D'un seul mouvement, maman a tout balancé à la poubelle, puis elle s'est appuyée contre le plan de travail, haletante. J'ai passé la matinée à retourner la chambre de Lucie, pendant que mes parents se préparaient à partir à l'hôpital. Sous son lit,
j'ai mis la main sur des carnets remplis de journaux alimentaires qui remontaient au lendemain de la découverte des textos. Chaque bouchée, chaque calorie était notée et recomptée. Les chiffres diminuaient, semaine après semaine. Certains jours à peine 300 calories en tout. Dans son placard, derrière des chaussures oubliées, j'ai trouvé des sacs poubelles bourrés de ses anciens vêtements. Elle avait griffonné « Plus jamais » sur chaque sac, au marqueur indélébile. Au fond de l'un d'eux, j'ai retrouvé sa robe de l'anniversaire de Preston, il y a 6 mois, à l'époque où elle était rayonnante, confiante, en pleine forme. Je l'ai tenue devant moi, et j'ai compris à quel point elle s'était effacée. Sur son bureau, son ordinateur était encore ouvert. À peine j'ai effleuré le pavé tactile que l'écran s'est allumé, affichant des dizaines d'onglets, des sites pour compter les calories, des forums sur le jeûne, des photos avant-après de femmes qui avaient perdu trop de poids. Sur un onglet, un calculateur pour savoir combien on brûle de calories juste en étant vivant. Lucie y avait entré ses données encore et encore, le chiffre baissant à chaque fois. J'ai tout pris en photo, constituant un dossier de preuve, non pas pour une autorité, mais pour Lucie, pour les moments où sa maladie lui ferait croire qu'elle allait bien, que tout le monde exagérait, qu'elle devait encore perdre 5 kilos. Maman a frappé à la porte, prête à partir. Elle a vu les carnets éparpillés sur le lit, en a attrapé un et l'a feuilleté, découvrant page après page l'obsession de Lucie. Son visage s'est défait en lisant les notes désespérées. Raté aujourd'hui. Manger 400 calories, et la copine de Preston, 43 kilos. Je dois faire 41. On a pris la route vers l'hôpital en silence. Papa serrait le volant à s'en blanchir les phalanges. Le service psychiatrique n'avait rien à voir avec les urgences. C'était plus calme, mais pesant. Les boîtes de Lucie marquées « Dîner, 89 calories » faisaient froid dans le dos, plus que n'importe quel décor de film d'horreur. Qui aurait cru qu'un peu de laitue et du citron pouvaient devenir aussi terrifiants, une fois pesés, comptés, rangés au frais? On a dû donner nos noms à un guichet sécurisé et attendre qu'on nous ouvre les lourdes portes. La chambre de Lucie était minuscule, dépouillée, pensée pour éviter tout danger. Elle avait l'air encore plus fragile à la lumière du jour, perdue dans sa blouse d'hôpital. Quand elle nous a vus, elle a tenté un sourire, mais il ne montait pas jusqu'à ses yeux. Une infirmière nous a expliqué que la nuit avait été compliquée, que Lucie essayait même de faire des exercices dans son lit malgré les moniteurs qui la surveillaient. Ils avaient dû renforcer la surveillance après l'avoir surprise à faire des squats dans la salle de bain à 3 heures du matin. L'équipe médicale s'efforçait de stabiliser ses électrolytes et son cœur avant de parler réalimentation. Maman a voulu la prendre dans ses bras, mais Lucie s'est reculée, s'enroulant sur elle-même, geste que je connaissais. Elle vérifiait, même sous la blouse, si elle sentait ses os. Papa, mal à l'aise, s'est posté près de la fenêtre dans cet endroit stérile qui sentait le désinfectant et la détresse. La psychiatre est arrivée pour discuter du traitement. Le docteur Martinez, plus jeune que ce que j'avais imaginé, avait ce regard bienveillant et une douceur qui semblait apaiser un peu Lucie. Elle a expliqué qu'il faudrait une stabilisation médicale avant un transfert en unité spécialisée, que ça pouvait durer des mois. Lucie est devenue livide à cette idée, elle s'est mise à supplier, promettant qu'elle pouvait s'en sortir à la maison, jurant qu'elle mangerait tout ce qu'on voudrait. L'entendre m'a brisé le cœur. Dr Martinez a écouté, puis a expliqué que les troubles alimentaires détraquèrent le cerveau, que la malnutrition empêchait Lucie de penser clairement, même à propos de la nourriture et de son poids. Après l'entretien, on a eu 1 heure de visite. Lucie l'a surtout passé à s'inquiéter de la fête à la piscine, à demander qui avait vu quoi, ce que les gens disaient. J'ai essayé de la rassurer, de lui dire que Jamie et Mike n'avaient rien raconté, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Elle passait ses doigts sur ses clavicules, les touchant comme si c'était des talismans. Maman a tenté d'aborder ce que Lucie ressentait, mais elle fixait le mur. Papa a voulu parler d'assurance et du travail, ce qui a refermé Lucie encore plus. J'ai fini par sortir une vieille photo de plage sur mon téléphone. Elle l'a observée longtemps, puis elle a repoussé l'appareil en disant « La fille sur la photo a l'air énorme, répugnante, impossible à aimer ». J'ai eu envie de protester, de lui montrer combien elle était pleine de vie ce jour-là. Mais dans son regard, j'ai compris que la maladie avait tout faussé, qu'elle ne voyait plus la réalité. Le retour m'a paru interminable. Maman pleurait tout bas sur le siège passager tandis que papa conduisait, le visage fermé, avec une précision mécanique. À l'arrière, je revoyais le regard de Lucie sur la photo, ce regard rempli de dégoût. Ma sœur était complètement prisonnière de ses pensées déformées et de ses rituels compulsifs. Ce soir-là, Jamie est passé à la maison. Il avait encore l'air bouleversé par ce qui s'était passé la veille, et je pouvais voir qu'il essayait de donner un sens à tout ce qui avait dégénéré si brutalement. Il m'a remis un petit sac avec le GN, que son père avait vidé et mis en sécurité. Aucun de nous ne savait vraiment quoi en faire, alors papa l'a enfermé dans le coffre-fort de son bureau. Jamie m'a dit, Preston a demandé des nouvelles de Lucie. Il était vraiment inquiet. Apparemment, la voir avec le GN lui a enfin ouvert les yeux sur l'impact de ses paroles. Sa copine l'avait largué pendant la fête, dégoûtée de son rôle dans la descente aux enfers de Lucie. J'ai ressenti une sorte de satisfaction amère en apprenant ça, même si ça ne changeait rien au fond. Les jours suivants, on est entré dans une espèce de routine. On passait le matin à l'hôpital, les après-midi à faire disparaître tout ce qui pouvait déclencher Lucie, et le soir on faisait semblant que la famille ne s'effondrait pas. J'ai jeté tous les magazines de mode, planqué la balance de la salle de bain, retiré le miroir en pied de la chambre de Lucie. Son état physique s'est stabilisé tout doucement. Les médecins devaient avancer avec précaution pour la réalimentation, parce que trop de nourriture d'un coup, c'était risqué pour une fille aussi dénutrie. Lucie résistait à chaque étape. Elle cachait de la nourriture dans sa tête d'oreiller, elle faisait de l'exercice dès que les infirmières avaient le dos tourné, elle mentait sur ce qu'elle avait mangé. Moi, je me suis mise à lire tout ce que je trouvais sur les troubles alimentaires, à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de ma sœur. J'ai découvert la dysmorphie corporelle, les effets de la faim sur le cerveau, le perfectionnisme et ce besoin de tout contrôler qui sont souvent au cœur de ces maladies. Plus je lisais, plus je mesurais à quel point la guérison de Lucie serait longue et semée d'embûches.
Maman s'est jetée à corps perdu dans le soutien, elle assistait à toutes les séances de thérapie familiale, elle dévorait tous les livres sur le sujet, mais je voyais que la culpabilité la rongeait, qu'elle repensait sans cesse à la moindre remarque anodine sur le poids de Lucie. Papa, lui, avait du mal à gérer toute cette charge émotionnelle. Il se réfugiait dans le boulot, s'occupait des aspects pratiques, mais gardait ses distances. Une semaine après l'hospitalisation, Lucie m'a appelée en larmes. Les infirmières avaient recouvert le miroir de sa salle de bain parce qu'elle ne cessait de s'épier, et elle avait l'impression de devenir folle à ne plus pouvoir se voir. Elle m'a supplié « Ramène-moi un miroir de poche, juste un tout petit, pour vérifier que je grossis pas trop vite. » J'ai refusé, ce qui a déclenché une crise. Lucie s'est mise à hurler au téléphone, m'accusant d'être jalouse et de lui mettre des bâtons dans les roues. Elle m'a raccroché au nez, et quand j'ai essayé de rappeler, les infirmières m'ont expliqué qu'elle avait perdu son droit au téléphone pour la journée à cause de son accès de colère. Je suis restée assise sur mon lit, le téléphone silencieux à la main, à me demander si j'arrangeais vraiment les choses ou si je les empirais. Le lendemain, Lucie s'est excusée en pleurant, mais je voyais bien qu'elle pensait toujours à ce maudit miroir. La maladie l'avait tellement envahie qu'elle ne se rendait même plus compte de la gravité de son état. Le docteur Martinez m'a expliqué que c'était normal. Avec un cerveau littéralement affamé, impossible d'avoir une vision claire des choses. Il faudrait du temps et une meilleure nutrition pour que Lucie puisse penser à nouveau normalement. J'ai commencé à lui rendre visite seule, parfois, quand mes parents étaient trop fatigués ou occupés. Lucie se montrait plus sincère avec moi lors de ses visites. Elle me confiait ses obsessions les plus tenaces. Elle m'a avoué « Je compte les calories dans ma perfusion. Je calcule le nombre de pas entre mon lit et la salle de bain. Je fais des extensions de mollets assises pendant la thérapie. » Dans l'unité spécialisée, il y avait des patients de tous âges, chacun à un stade différent de sa guérison. Certains arrivaient à manger sans trop d'angoisse, d'autres, comme Lucie, se battaient pour chaque bouchée. Lors des séances de groupe, j'avais le droit d'assister et j'entendais des histoires qui ressemblaient à celles de Lucie. Des mots blessants qui avaient tout déclenché, un perfectionnisme devenu incontrôlable, l'addiction à la restriction. 3 semaines après le début des soins, Lucie a enfin franchi une vraie étape. Pendant une séance familiale, elle a parlé des messages, sans chercher d'excuses pour Preston ni se blâmer. Elle a reconnu qu'elle les avait imprimés, qu'elle les avait affichés dans sa chambre comme motivation, et que chaque matin elle les relisait pour se rappeler pourquoi elle ne devait pas manger. Le docteur Martinez l'a aidée à comprendre comment elle avait fini par croire à la méchanceté de Preston, comme si c'était une vérité absolue. Mais les progrès ne suivent jamais une ligne droite, et dès le lendemain, Lucie recommençait à négocier pour sortir. Elle avait pris 2 kilos à cause de la réalimentation, et même si elle restait dangereusement maigre, pour elle, ces 2 kilos étaient un drame. Elle accusait le personnel de vouloir la faire grossir, assurait qu'elle était assez rétablie pour rentrer, menaçait de refuser les soins si on ne lui baissait pas son plan alimentaire. J'ai vu mes parents prendre 10 ans en quelques semaines. Les racines des cheveux de maman sont devenues grises. Elle avait arrêté de se teindre. Papa avait les épaules constamment crispées. Ils se disputaient de plus en plus souvent, surtout à propos du traitement ou de la façon de gérer les manipulations de Lucie. Un après-midi, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la buanderie, serrant contre elle un vieux pull de Lucie qui paraissait gigantesque désormais. La pression financière ajoutait encore du poids au reste. L'assurance ne couvrait qu'une partie des frais, le reste était à notre charge. Papa a accepté des heures supplémentaires pendant que maman piochait dans l'épargne retraite. Ils essayèrent de me cacher tout ça, mais dans une maison aussi petite, impossible de garder des secrets. Je les ai entendus parler d'hypothèques et de plans de paiement jusque tard le soir. Pendant ce temps, j'essayais tant bien que mal de conserver une vie normale. L'école a repris, mais j'avais du mal à suivre en cours. Mes amis me demandaient où j'étais passée tout l'été, pourquoi j'avais l'air si épuisée. Je leur sortais des excuses vagues sur des problèmes de famille, incapable d'expliquer que ma sœur avait failli mourir d'une maladie née d'un simple régime. Un après-midi, en rangeant le bureau de Lucie, je suis tombée sur une lettre qu'elle avait commencée pour Preston, sans jamais l'envoyer. Dans sa lettre, elle racontait combien les mots qu'il lui avait lancés la poursuivaient, comment ils résonnaient dans sa tête à chaque fois qu'elle croisait de la nourriture, et à quel point elle aurait préféré mourir plutôt que de devenir cette baleine répugnante dont il avait parlé. La lettre portait la date de 2 semaines avant la fête à la piscine. Cela faisait donc un moment qu'elle échafaudait un projet désespéré. J'ai montré la lettre au docteur Martinez, qui m'a remercié sans vraiment sembler étonné. Elle m'a expliqué que beaucoup de patients souffrant de troubles alimentaires avaient des idées noires, et que ce qui était arrivé à Lucie n'avait malheureusement rien d'exceptionnel. Cette maladie tue bien plus souvent qu'on ne le croit, non seulement à cause des complications médicales, mais aussi parce que beaucoup de jeunes se donnent la mort. L'équipe médicale de Lucie a estimé qu'elle avait besoin d'une prise en charge plus intensive que celle proposée dans le service classique. Ils ont donc recommandé un centre spécialisé, à 2 heures de chez nous, où elle serait suivie jour et nuit pendant plusieurs mois. Ce fut un nouveau coup dur pour la famille. Maman s'est aussitôt plongée dans des recherches sur l'établissement, pendant que papa comptait pour voir s'il pourrait faire l'aller-retour tous les week-ends. Lucie a d'abord refusé d'y aller, mais elle n'avait pas vraiment le choix. Son état restait trop précaire pour qu'elle puisse sortir sans l'accord des médecins. La veille de son transfert, elle m'a supplié de l'aider à s'enfuir. Comment son cerveau pouvait-il transformer une simple photo de vacances à la plage, où elle souriait comme n'importe quelle adolescente, en quelque chose de monstrueux? Je me demande encore si le geste de toucher sans cesse ses clavicules, comme on caresserait des pierres rassurantes, l'aidait à apaiser son anxiété au sujet de la nourriture et de son corps. Elle avait tout organisé. Je devais occuper les infirmières, pendant qu'elle filerait discrètement, puis on partirait en voiture dans un autre département pour recommencer ailleurs, loin de tout. Je lui ai serré la main pendant qu'elle me détaillait son plan irréaliste, sentant ses os sous mes doigts, et quand elle eut fini, je lui ai dit « Je t'aime trop pour t'aider à te détruire ». Elle a retiré sa main brusquement et ne m'a plus adressé la parole jusqu'à la fin de la visite. L'établissement avait plus l'allure d'une grande maison que d'un hôpital. Ça a semblé un peu la rassurer.
Sa chambre était accueillante, lumineuse, avec vue sur un jardin. Le personnel s'est présenté par son prénom. Tout le monde paraissait attentionné. Mais Lucie avait l'air terrifiée quand on l'a laissée là-bas. Maman l'a prise dans ses bras, lui promettant de venir chaque week-end. Papa, mal à l'aise, lui a juste tapoté l'épaule en marmonnant qu'il était fier d'elle. Je lui ai donné l'ancienne photo de la plage, encadrée. Elle ne l'a pas regardée, mais ne l'a pas rejetée non plus. Tourner le dos à ce centre, repartir sans elle, a été l'une des pires épreuves de ma vie. Lucie est restée, toute petite, derrière la fenêtre de sa chambre, et j'ai eu envie de faire demi-tour pour la ramener chez nous, même si je savais que la maison n'était plus un refuge pour elle. Maman a pleuré en silence pendant tout le trajet du retour, tandis que papa fixait la route d'un air absent, les jointures blanchies sur le volant. La maison semblait encore plus vide sans Lucie, même si, ces derniers temps, elle ne sortait presque plus de sa chambre. Son absence envahissait tout l'espace, comme un souvenir douloureux de ce qu'on venait d'éviter de justesse. Je me surprenais à jeter un œil dans sa chambre, espérant la voir réapparaître, comme si tout pouvait redevenir comme avant. On n'avait pas le droit de la contacter pendant les 2 premières semaines, le temps qu'elle s'adapte. 14 jours interminables, pendant lesquels je me suis plongée dans les cours, tentant de rattraper mon retard et de faire semblant que tout allait bien, alors que cette idée de normalité me paraissait désormais complètement étrangère. Lors de notre première visite, Lucie avait déjà changé, pas physiquement, mais sa manière de se tenir était différente. Elle nous a fait le tour de l'établissement, présenté aux autres résidents et au personnel. Pendant la séance familiale, elle a même mangé un petit repas sans montrer de panique, même si je voyais bien sa jambe trembler sous la table. Sa thérapeute nous a expliqué qu'en plus du travail nutritionnel, Lucie suivait une thérapie axée sur les traumatismes, pour lui permettre de remettre en question ce perfectionnisme et ce besoin de contrôle qui alimentèrent sa maladie. Elle apprenait à déconstruire les réflexes qui lui faisaient associer minceur et valeurs personnelles. Mais le chemin de la guérison n'avait rien de linéaire. Lors de la visite suivante, Lucie était à nouveau replongée dans la maladie, persuadée que tout le monde cherchait à la faire grossir. On l'avait surprise à faire du sport la nuit dans sa chambre, et elle avait perdu le droit de participer aux activités du centre. Elle a passé toute la visite à nous expliquer que le programme était injuste, qu'elle n'avait rien à faire là parmi les vrais malades. J'aurais voulu la secouer, lui crier qu'elle faisait bel et bien partie de ces vrais malades, mais j'avais compris que cela ne servait à rien d'argumenter avec la maladie. J'ai donc préféré lui parler de l'école, des films que j'avais vus, de tout sauf de nourriture ou de traitement. Parfois, je retrouvais des bribes de ma vraie sœur, malgré la maladie qui la recouvrait. Au fil des semaines, qui sont vite devenues des mois, la pression financière s'est accentuée. Papa a fini par vendre sa vieille voiture de collection, celle qu'il bichonnait depuis des années. Maman a pris des missions le soir en freelance, et moi, j'ai trouvé un petit boulot à la librairie du coin pour aider un peu. On n'a jamais rien dit à Lucie, de peur de lui faire porter un fardeau supplémentaire. Un jour, Preston s'est présenté chez nous avec des fleurs et des excuses. Papa a failli lui claquer la porte au nez, mais j'ai insisté pour qu'il le laisse s'exprimer. Il s'est effondré sur notre perron, en larmes, répétant qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Son chagrin semblait sincère, mais cela n'effaçait pas les dégâts. On lui a dit que Lucie n'était pas prête à le revoir, et qu'elle ne le serait peut-être jamais. Il a laissé son bouquet sur le pas de la porte. Maman l'a jeté à la poubelle dès qu'il est parti. Les progrès de Lucie étaient minuscules, mais ils existaient. Elle participait plus volontiers au groupe, et parfois, elle suivait les menus sans essayer de cacher de la nourriture. Les bons jours, au lieu de compter chaque calorie, elle se plongeait dans ses carnets, gribouillant des bouts de phrases ou des souvenirs. L'équipe médicale saluait ses petits progrès, mais je voyais bien que chaque geste lui coûtait énormément. Un jour, pendant une visite, Lucie a parlé de l'incident avec GN, redoutant les suites judiciaires possibles. On l'a rassurée. Aucune plainte déposée, la famille de Jamie avait compris qu'elle était malade. Elle a paru soulagée, mais la honte restait là, n'arrivant pas à faire le lien entre ce qu'elle avait fait et l'image qu'elle avait d'elle-même. Le docteur Martinez l'a aidée à avancer vers le pardon de soi, à reconnaître que c'était la maladie qui l'avait poussée si loin. Chaque mois, le centre organisait un week-end pour les familles. On y allait sans faute, apprenant à accompagner les repas, à trouver les mots justes. J'y ai rencontré d'autres frères et sœurs qui savaient ce que c'était de voir une personne qu'on aime s'effacer peu à peu. On échangeait nos galères, nos petites astuces pour tenir, et c'était un soulagement de se sentir moins seul. La sœur d'une résidente m'a confié que son frère était en traitement depuis 2 ans, avec plusieurs rechutes avant d'arriver à un semblant d'équilibre. Elle m'a prévenue. Lucie passerait sûrement par différents types de prise en charge, et il fallait des années, pas des mois, pour s'en remettre vraiment. C'était angoissant, mais paradoxalement, ça m'a aussi rassurée. Si Lucie n'allait pas mieux du jour au lendemain, ce n'était pas un échec. On n'était pas sur un sprint, mais sur une course de fond. En thérapie, Lucie a commencé à s'ouvrir sur Preston et le choc de ses messages. Elle a avoué qu'elle avait déjà vu passer d'autres textos du genre avant que je les découvre, que Preston et sa bande la raillaient sur son poids depuis des mois. Elle faisait mine de rien, terrifiée à l'idée de le perdre, et peu à peu, elle avait fini par intégrer leur pic comme si c'était sa propre voix. L'équipe lui a proposé une thérapie centrée sur les traumatismes, pour l'aider à dissocier la méchanceté de Preston de sa propre valeur. Le travail était rude. Après ces séances, Lucie m'appelait souvent, la gorge nouée, épuisée d'avoir remué des souvenirs qu'elle avait enfouis sous les privations et le sport à outrance. 6 mois après son admission, elle était médicalement stable, mais le combat psychique continuait. L'équipe a suggéré qu'elle passe en hôpital de jour pour habiter un foyer surveillé tout en venant chaque journée au centre. Ça ressemblait à une avancée, même minime. 2 semaines plus tard, elle a emménagé dans un petit appart partagé avec 3 autres femmes,
chacune à un stade différent du rétablissement. L'endroit imposait des règles strictes sur les repas, l'activité physique, même les toilettes étaient surveillées. Je l'ai aidée à s'installer, remarquant qu'elle triait ses vêtements par taille, exposant en évidence les plus petits, même s'ils ne lui allaient non plus. Nos dîners de famille étaient désormais de véritables rendez-vous dans la salle à manger commune de l'établissement. Lucie restait raide sur sa chaise, sous le regard attentif du personnel qui surveillait la moindre bouchée. Elle avait trouvé de nouvelles astuces. Étaler la nourriture, couper chaque aliment en minuscules morceaux pour donner l'illusion qu'il y en avait moins. Les autres résidentes ne s'y laissaient pas prendre et la reprenaient parfois, ce qui pouvait tourner à l'affrontement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer mes dossiers d'inscription à la fac, mais tous mes essais finissaient par parler de Lucie. Chaque sujet sur les épreuves ou la maturité me semblait dérisoire comparé au combat de ma sœur. Un soir, maman m'a surprise en pleurs devant mon ordi et m'a conseillé d'écrire sur autre chose, n'importe quoi. Mais la maladie de Lucie avait tellement envahi nos vies que je n'arrivais pas à penser à autre chose. À l'hôpital de jour, Lucie devait suivre thérapie et atelier de 9h à 17h chaque jour. Elle râlait tout le temps sur les horaires, les autres filles, les contraintes alimentaires, mais peu à peu, quelque chose changeait. Elle a arrêté de faire du sport devant la télé. Elle a réussi à finir un repas sans pleurer. De petites victoires qui, pour nous, avaient en tout extraordinaire. Un après-midi, je suis arrivée et je l'ai trouvée en pleine crise d'angoisse. Elle était tombée sur la nouvelle copine de Preston au café le matin, une fille encore plus mince qu'avant. Lucie avait passé le déjeuner enfermée dans les toilettes, à faire des sauts sur place jusqu'à ce que le personnel la découvre. Ce revers a effacé les progrès des semaines précédentes. Le docteur Martinez a adapté son programme, misant davantage sur le travail du traumatisme et l'exposition progressive. Ils ont commencé à lui faire prendre des repas en public, d'abord avec le personnel, puis en ajoutant la famille. C'était une épreuve pour tout le monde. Lucie passait le menu au peigne fin, négociait les quantités, filait parfois aux toilettes en plein milieu du repas. Papa, lui, avait du mal avec ses sorties. Les émotions, ce n'a jamais été son fort, et l'angoisse visible de Lucie le crispait complètement. Il restait figé, coupant sa viande avec une précision maniaque, pendant que maman tentait coûte que coûte de faire la conversation. Je servais d'interprète, traduisant la détresse de Lucie pour papa, et le malaise de papa pour Lucie. Les soucis d'argent ont fini par nous rattraper quand la mutuelle a arrêté de couvrir l'hôpital de jour. Selon eux, Lucie était suffisamment stable pour passer en suivi ambulatoire, malgré l'avis contraire de l'équipe. Maman a passé des heures au téléphone avec l'assurance, multipliant les recours, pendant que papa se mettait à travailler les samedis, rentrant épuisé et à cran. Malgré nos efforts pour le lui cacher, Lucie a bien compris la pression financière. Elle n'a plus cessé de répéter qu'elle était prête à rentrer à la maison, qu'elle pouvait s'en sortir en suivi simple. Son équipe n'était pas d'accord, avertissant qu'elle avait encore besoin de la structure et de l'encadrement du programme partiel. La maladie s'est alors servie de nos inquiétudes financières pour peser sur nos décisions. J'ai pris un job en plus, donnant des cours particuliers à des lycéens, et j'ai mis chaque euro de côté pour son traitement. Chaque centime paraissait vital, et toujours insuffisant. Lucie a appris mes petits boulots lors d'une réunion familiale, et elle s'est effondrée, persuadée qu'elle ne méritait pas qu'on sacrifie autant pour elle. L'entendre dire qu'elle ne vaut pas d'être sauvée me fait me demander par quel raisonnement tordu la maladie arrive à lui faire croire que tous nos efforts sont une erreur, alors qu'il prouve juste qu'on l'aime. Le docteur Martinez avait consacré la séance à aider Lucie à dissocier sa propre valeur du coût de son traitement. C'est à ce moment-là que Preston m'a contacté personnellement. Lui aussi suivait une thérapie, cherchant à comprendre le rôle qu'il avait joué dans la maladie de Lucie. Il tenait à lui écrire une lettre d'excuse, à prendre la pleine mesure de la cruauté dont il avait fait preuve. J'en ai discuté avec l'équipe entourant Lucie, qui estimait qu'une telle démarche pourrait soutenir son processus de guérison, à condition qu'elle s'en sente capable. Lucie a accepté de lire la lettre lors d'une séance de thérapie. Ce que Preston avait écrit dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y détaillait chacune de ses remarques blessantes, toutes ses moqueries, chaque fois où il avait tourné les fragilités de Lucie en dérision. Il avouait que ses paroles avaient transformé les peurs les plus profondes de Lucie en véritables armes. Il ne demandait pas pardon, il voulait simplement qu'elle sache qu'aucun de ses mots n'avait jamais reflété qui elle était réellement. Lucie a pleuré pendant toute la lecture, puis a souhaité garder la lettre. Ce soir-là, elle m'a appelée depuis l'établissement. Sa voix avait changé, elle sonnait plus posée, comme allégée. Elle m'a confié que la lettre avait bouleversé sa façon de voir les choses. La méchanceté de Preston était le miroir de ses propres insécurités, et non un reflet de son corps à elle. Cela paraît évident quand on le dit, mais pour Lucie, cette prise de conscience était un vrai choc. Ce déclic n'a pas tout réglé. Elle peinait toujours à manger, continuait à s'observer en cachette, à compter les calories de façon obsessionnelle. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé. Elle s'est mise à affronter plus activement la voie du trouble alimentaire, à la reconnaître comme quelque chose d'étranger à elle. Maman a décidé de prendre un congé pour accompagner Lucie dans la transition vers un suivi en ambulatoire. Ce choix impliquait des sacrifices financiers, mais elle ne pouvait pas imaginer laisser Lucie affronter seule ce passage délicat. Elles ont passé des journées entières ensemble, maman essayant d'apprendre comment soutenir Lucie pendant les repas sans devenir une sorte de gendarme de l'alimentation. J'ai vu maman évoluer au fil du temps, d'abord dans le déni, puis surprotectrice, pour finalement chercher, non sans mal, un juste équilibre. Elle a dû accepter l'inconfort de Lucie sans chercher à tout arranger, soutenir sans renforcer la maladie. Ce cheminement a été douloureux pour toutes les deux, ponctué de disputes, de larmes et de petites réconciliations. La reprise de poids de Lucie était lente. Chaque kilo repris était pour nous une victoire, mais pour elle, chaque fois, c'était comme perdre une bataille. Certains jours, elle comprenait pourquoi il fallait manger. D'autres, elle suppliait qu'on la laisse à nouveau se restreindre. Ces hauts et bas étaient éreintants pour tout le monde, même si l'équipe médicale nous assurait qu'ils faisaient partie du processus. Lors d'une semaine particulièrement difficile, Lucie a appris que plusieurs filles de son lycée s'étaient mises à la diète après avoir vu ses photos de transformation sur les réseaux sociaux. Elle a été submergée par la culpabilité,
Elle était devenue, à son tour, le même type de déclencheur que l'ex-petite amie de Preston avait été pour elle. Nous avons passé des heures à en débattre en thérapie familiale, à explorer la complexité de l'influence et de la responsabilité. Lucie a choisi d'agir, en intervenant dans son ancien lycée pour parler des troubles alimentaires. La préparation a duré des semaines. Avec sa thérapeute, elle a peaufiné un message à la fois sincère et non déclencheur. La veille, elle s'est entraînée devant nous, les mains tremblantes, en racontant son parcours. Le jour J, elle s'est tenue face à 200 élèves et a livré la vérité sur sa transformation. La réalité derrière la perte de poids, les hospitalisations, l'épisode avec la GN, les mois passés en traitement. Elle n'a rien idéalisé, admettant qu'elle continuait à lutter au quotidien avec ses pensées autour de la nourriture et du poids. Plusieurs élèves sont venus lui parler après, partageant leurs propres difficultés. Une fille a avoué qu'elle avait copié les anciens posts de Lucie sur les régimes. Une autre a confié qu'elle cachait de la nourriture à ses parents. Lucie leur a donné des ressources, les a encouragés à demander de l'aide avant d'en arriver à la même extrémité qu'elle. J'ai vu ma sœur devenir une porte-parole, transformer sa souffrance en engagement. Cette intervention à l'école a marqué un tournant. Lucie s'est lancée dans le bénévolat auprès d'une association locale, partageant son expérience dans des groupes de soutien et lors de forums santé. Cet engagement lui offrait enfin une identité qui ne se résumait pas à la maladie. Elle était toujours Lucie avec un trouble alimentaire, mais elle devenait aussi Lucie la militante, Lucie la survivante, Lucie la sœur qui avait trouvé sa voie. Papa, qui était resté en retrait pendant la majeure partie de la crise, a fini par trouver une façon de se rapprocher d'elle grâce à ses actions de sensibilisation. Il l'aidait à préparer ses interventions, l'accompagnait à ses conférences et a même fini par témoigner lui-même, partageant son ressenti de parents ayant raté les signes annonciateurs. Peu à peu, leur relation, longtemps abîmée par l'incompréhension et la gêne, a commencé à se ressouder autour de ce projet commun. L'anniversaire de l'incident à la piscine est arrivé, lourd d'émotions inattendues. Lucie voulait marquer le coup, reconnaître le chemin parcouru. Nous avons choisi un simple dîner en famille à la maison. Rien de spécial, juste nous quatre, sans la pression du corps médical. Lucie a préparé une partie du repas, un plat de pâtes tout simple, impensable encore quelques mois auparavant. Elle a servi des portions raisonnables, s'est assise sans scruter son reflet, a mangé tout en participant à la conversation. Ce n'était pas parfait, sa jambe tremblait sous la table, elle a remué son assiette à plusieurs reprises, mais elle a mangé jusqu'au bout, sans s'éclipser aux toilettes. Après le dîner, Lucie a sorti une boîte qu'elle gardait dans sa chambre. À l'intérieur, tous les objets liés à son trouble, la balance, les mètres rubans, les pilules minceurs cachées, les carnets d'exercice. Elle les avait rassemblés à mesure qu'elle se sentait prête à s'en séparer. Ce soir-là, nous avons allumé un petit feu dans le jardin et nous l'avons regardé jeter chaque objet dans les flammes. La GN, elle, était toujours enfermée dans le coffre de papa. Il fallait une autre solution. Lucie a choisi de la faire détruire officiellement au commissariat, sans qu'aucune question ne soit posée. Papa l'a accompagnée et ils sont revenus avec un certificat attestant de la destruction. Ce chapitre, le plus sombre de cette histoire, était enfin refermé. Au fil du temps, alors que le poids de Lucie se stabilisait et que son esprit retrouvait de la clarté, elle s'est mise à penser à l'avenir. L'université lui paraissait hors de portée, mais elle n'était pas prête à tirer un trait sur ses études. Elle s'est donc inscrite à des cours en ligne, commençant doucement par un seul pour voir si elle en était capable. Ce cadre lui a fait du bien, lui offrant un but qui dépassait la seule convalescence tout en respectant ses limites. De mon côté, j'abordais ma dernière année de lycée avec un regard que peu partageaient. Pendant que les autres s'inquiétaient de leur dossier d'inscription ou des histoires de groupe, je portais en moi la peur d'avoir failli perdre ma sœur. Mais j'avais aussi acquis la force d'avoir mené ce combat pour elle, d'avoir fini par être entendue, d'avoir assisté à son cheminement vers la guérison, pas à pas. Lucie poursuivait la thérapie 2 fois par semaine, voyait toujours sa nutritionniste, participait au groupe de soutien. La guérison n'était pas un point d'arrivée, mais une décision quotidienne. Certains jours étaient de plus compliqués que d'autres. Parfois, la voix de la maladie se faisait plus forte que la sienne, mais elle savait désormais la reconnaître pour ce qu'elle était. Du bruit, rien d'autre. Les difficultés financières étaient toujours là. Maman avait retrouvé du travail à temps partiel, papa multipliait les heures supplémentaires. Ils avaient dû refinancer la maison et puiser dans toutes leurs économies, mais jamais ils ne s'en plaignaient devant Lucie. Pour eux, sauver sa vie justifiait tous les sacrifices, même si cela devait mettre des années à s'en remettre. Lucie et moi avions instauré de nouveaux rituels, comme les soirées cinéma du mercredi où l'on partageait le popcorn sans se poser de questions, ou les promenades du samedi matin, pendant lesquelles on parlait de tout, sauf de nourriture ou de corps. Elle m'a aidé à préparer mes dossiers pour la fac, et je la soutenais dans ses cours en ligne. Petit à petit, nous reconstruisions notre relation, loin de l'urgence et de la crise. 6 mois après le début de son suivi en ambulatoire, Lucie a dû affronter une nouvelle épreuve. L'invitation au mariage de Preston est arrivée. Sa fiancée, que Lucie ne connaissait pas, ignorait tous des mots blessants à l'origine de cette histoire. Lucie a laissé l'invitation bien en vue pendant plusieurs jours avant de se décider. Elle n'était pas prête, et peut-être ne le serait-elle jamais, ce qui lui convenait très bien. Plutôt que d'assister à la cérémonie, elle a préféré s'investir dans une journée de bénévolat autour des troubles alimentaires, échangeant avec des parents sur les signes à surveiller, distribuant des ressources, partageant son expérience avec d'autres en rétablissement. Elle a ainsi transformé ce qui aurait pu être une journée douloureuse en un moment d'entraide et d'engagement. La maladie de Lucie a bouleversé chaque aspect de notre vie. Maman est devenue, à sa manière, une militante, réclamant une meilleure prise en charge des soins de santé mentale auprès des assurances. Papa, lui, a appris à mettre des mots sur ses émotions, même si cela ne lui vient pas naturellement. J'ai choisi une université près de chez nous, désireuse de rester proche de cette guérison dont avait encore besoin notre famille. Si la santé physique de Lucie s'est stabilisée, le travail sur elle-même restait un chantier au long cours. Elle apprenait à remettre en cause son perfectionnisme, pas seulement autour de la nourriture ou du poids,
et à faire preuve de douceur envers elle-même quand les choses devenaient difficiles. Elle bâtissait une identité où son passé de troubles alimentaires avait sa place, sans qu'il ne la définisse pour autant. Les progrès étaient lents, parfois chaotiques, mais toujours dans la bonne direction. Nous avons compris qu'on pouvait accepter plusieurs vérités à la fois. Lucie était guérie et en voie de guérison, en bonne santé, mais encore fragile, forte, tout en restant vulnérable. On célébrait chaque victoire en sachant que le combat n'était pas fini. Cette complexité est devenue notre nouvelle normalité, bien plus sincère que le déni qui avait failli nous détruire. Bon, il est temps de refermer la cabine des commentateurs pour aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de glisser quelques remarques pleines d'esprit. C'est toujours un plaisir. On se retrouve très vite. Abonnez-vous pour ne rien manquer.